It seemed like we watched James Harden turn 80 years old in this series. C'est un peu, il disait, il le trouve pas, il joue peut-être pas assez les pick and roll, mais lui aussi doit plus être agressif. Et vous en avez pensé quoi des playoffs de James Harden? Comme d'habitude, avec lui, on a eu les fervents défenseurs qui trouvaient toujours un angle pour le sauver et les agacés qui rappelaient constamment ses limites en utilisant parfois des stats un peu douteuses. Il n'est jamais simple de savoir quand un joueur cesse d'être positif pour une équipe. D'autant plus pour les joueurs héliocentriques. Vous voyez ce que c'est un joueur héliocentrique d'ailleurs? Je ne sais pas si vous êtes fan d'astronomie, mais l'un des principes fondamentaux dans l'étude des corps célestes, c'est que les astres légers tournent tous autour de l'astre le plus lourd. C'est le principe de la gravité et on appelle ça l'héliocentrisme. Notre Terre, par exemple, tourne autour du Soleil et même toutes les planètes de notre système gravitent autour de celui-ci qui est la seule force immuable de notre système. Eh bien, en NBA, on aime bien réutiliser l'astronomie pour pouvoir décrire ce que l'on voit sur le terrain. Et on a le même principe. Certains joueurs sont si forts et si prégnants sur l'attaque de leur équipe qu'on dit d'eux qu'ils sont héliocentriques. Généralement, ils ont trois caractéristiques. Un très fort taux d'utilisation de la balle, on va se dire que plus d'une action sur 3 est conclue par eux, et qu'ils sont à la fois des créateurs et des scoreurs. L'avantage avec ces joueurs-là, c'est qu'ils peuvent alimenter de l'attaque efficace à un très haut volume. C'est des joueurs géniaux parce qu'ils sont si talentueux que leur seule présence sur le terrain crée le système offensif. S'il y en a bien un qui a poussé ce modèle à son extrême, c'est James Harden. Le problème, c'est que ce type de joueur vit souvent sur une ligne de crête. Et lorsque le rayonnement baisse, l'apport peut dangereusement chuter et dévier vers le chaos. À 36 ans, le voilà qu'il entame le dernier arc de sa carrière. Et une question m'intéresse, à partir de quel moment ce genre de joueur arrête d'être positif pour son équipe? Bienvenue dans la film room de QBasket pour l'expérience James Harden. Et avant qu'on démarre, vous en avez pris l'habitude, si vous voulez nous soutenir, un petit like, un petit commentaire pour le référencement. N'hésitez pas aussi à mettre un boost. Et puis c'est parti, on repart sur James Harden. Ah là là, par où commencer quand on parle de James Harden? Parce que là, on est quand même au summum des joueurs clivants. Pour certains, c'est un génie offensif et pour d'autres, il finira toujours par être un trou béant pour son équipe, doublé parfois en plus d'un choker. Je ne sais pas en réalité si ces débats sont intéressants tant ils nous éloignent de la réalité. Parce que la réalité, c'est que James Harden est le premier joueur à avoir porté un volume de création offensive à ce niveau et que depuis, seul Luka Doncic l'a égalisé. Certains vous diront que LeBron James était le premier Manitou de la balle orange, mais à partir de son premier départ de Cleveland, LeBron a toujours eu avec lui un très fort arrière qui menait tout autant la balle que lui. C'était Dwayne Wade avec le Heat et bien sûr Kyrie Irving après. À vrai dire, seule la dernière saison aux Cavs en 2018 peut vraiment être qualifiée d'héliocentrique pour LeBron James. On pourrait évoquer Nikola Jokic après, mais là encore, nous ne sommes pas vraiment dans ce modèle-là, puisque Jokic n'initie pas le jeu, et ça pourrait d'ailleurs être considéré comme une qualité. Je vous ai rapidement expliqué ce terme en introduction, mais quand on dit qu'un joueur est héliocentrique, on entend vraiment que l'entièreté du jeu passe par eux. Ils ont une telle capacité à générer de l'attaque par leur création pour eux et pour les autres, et dans un volume herculéen, que leur présence sur le terrain est suffisante à générer des opportunités à haut niveau du début à la fin du match. C'est difficile de définir de quand à quand dure le prime de James Harden, mais on va se dire qu'il est de 2013 à 2020, puisqu'en 7 saisons, il a terminé 6 fois dans le top 5 du classement du MVP. À ce moment-là, il avait deux super pouvoirs. D'abord, le pick and roll. James Harden était le joueur ultime de pick and roll parce qu'il était capable de driver, de passer et de tirer à un niveau élite. D'abord sur le drive, il a développé un move qu'il a d'ailleurs toujours, c'est le flotteur. Son flotteur, il lui permet d'attaquer la zone intermédiaire en ayant comme option soit de finir en profitant de la menace de lob de son pivot, soit de lui envoyer, soit de gagner du temps si un lowman se rapprochait d'eux pour envoyer la balle dans le corner. Je vous montre quelques exemples. Sur cette séquence contre les Spurs, Green va essayer de suivre Harden et Pau Gasol défend en drop. L'objectif de Gasol, c'est de protéger le plus longtemps possible le cercle en réussissant à la fois à supprimer le lob pour Capella et le layup pour James Harden. Sauf que si Harden se rapproche de trop, le contre sera plus simple. Mais comme il est d'une adresse démente sur le flotteur, il peut effectivement se rapprocher et passer au-dessus de l'Espagnol. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir plus haut contre lui. Et oui, pas le choix parce que s'il se rapproche, c'est le flotteur qui tombe. Par exemple, ici contre les Cavs, Kevin Love va le doubler et c'est LeBron qui va se faire manipuler.
Allez, on se la remet. Quand il enclenche son dribble, Love monte sur lui pour lui mettre de la pression sur le dribble. Ça ouvre l'accès au cercle pour Capella et c'est à LeBron de gérer la menace de alley-oop et le corner pour Trevor Ariza. Harden réussit à patienter, il mobilise alors 2 défenseurs dans cette zone intermédiaire. Il attend que LeBron reparte sur Ariza pour finalement servir Clint Capella. On s'en fait une dernière, ici face à Minnesota. Les Wolves vont totalement supprimer l'accès au cercle, Kat monte sur James Harden et Butler coupe le alley-oop. Là encore, c'est la qualité technique d'Harden qui lui permet de maintenir son dribble suffisamment longtemps en vie pour piéger Butler et trouver Ariza dans le corner. Évidemment, tout ça était doublé d'une géniale capacité à aller au lancer franc que l'on connaît tous, et en fait Harden va masteriser ce play à la perfection. Problème pour les défenses, il était parfait pour générer les 3 tirs les plus efficaces du basket, le tir au cercle, le lancer franc et le tir à 3 points dans le corner. Alors, les équipes sont devenues de plus en plus agressives sur lui pour le forcer à donner la balle, notamment à son intérieur, en le prenant à 2 très fort, comme ici sur le pick and roll, et pour faire en sorte que le pivot ait à créer le jeu. Quand c'est Nikola Jokic, c'est pas gênant, mais quand c'est Clint Capella, forcément, c'est limité. Harden a développé donc un deuxième super pouvoir avec le temps. Comment continuer à créer pour soi et les autres quand on vous prend systématiquement à 2 sur le pick and roll ? Et bien tout simplement en jouant des isolations. Deuxième super pouvoir de James Harden, c'est donc les isolations. Je vous préviens, je vais vous donner des chiffres qui donnent le tournis. L'isolation est dans le basket un play un peu poubelle, parce qu'elle est structurellement une action peu rentable en comparaison des autres. L'arrivée des stats avancées l'a d'ailleurs un peu fait disparaître des radars pendant un certain temps, elle revient aujourd'hui, mais quand on regarde l'évolution du jeu en isolation d'Harden, on voit que ce play était présent au début de son prime, mais en fait est devenu absolument majeur dans le pic de son prime. En 2018-2019, il joue plus de 16 possessions par match en isolation, qui représente 49% de ses actions. L'année suivante, c'est presque pareil, le volume descend très légèrement, mais surtout parce que le deuxième plus gros joueur d'isolation de la ligue, c'était Russell Westbrook et qu'il l'avait rejoint. Et c'est vrai que pour les joueurs héliocentriques, qui vont jouer dans des équipes où ils sont le centre du système, l'isolation est nécessaire pour ne jamais disparaître. D'ailleurs, je vous donne dans le mille, cette saison, si on prend les 5 joueurs qui jouaient le plus d'isolation, on retrouve James Harden, Shai Gilgeous-Alexander, Anthony Edwards, Jaylen Brown et Luka Doncic. 5 joueurs pour lesquels on retrouvait, quand le jeu arrivait sur des mi-terrain, une forme de jeu héliocentrique, et pour 4 d'entre eux, on était au-dessus des 35% d'usage. Personne, et je dis bien personne, n'a atteint et ne serait-ce qu'effleuré ce combo volume-efficacité d'Harden dans cette période. Là encore, il avait 3 atouts majeurs, un drive de folie qui lui permettait soit d'aller au lancer franc, soit de finir au cercle, un playmaking qui rendait très difficile les aides et donc on lui donnait énormément d'espace dans une ligue qui aidait de plus en plus sur les créateurs, et puis évidemment toute la créativité de ses step-backs qui ont fait sa notoriété. En fait, si je dois être honnête, je trouve que la carrière d'Harden est sous-cotée et que l'argument de l'absence de titre n'a finalement pas beaucoup de valeur. Si on prend ces 7 années de prime, et 7 ans de prime en fait c'est long, Harden n'a en réalité eu une équipe pour gagner le titre que 3 ans. Je dirais la deuxième année avec Dwight Howard en 2014-2015, mais il s'incline en finale de conférence contre les Warriors, futurs champions, qui seront en 73-9 la saison d'après, et les 2 années où Chris Paul était là, de fin 2017 à 2019, contre la version ultime des Warriors. Et je ne compte pas la période honnête où ils n'ont jamais vraiment été au complet. Avant ça, ses principaux lieutenants n'étaient même pas des costards. En réalité, la capacité à gagner un titre naît aussi de la rencontre entre un prime et un front office pour multiplier les chances de titre. Harden ayant rejoint une équipe en reconstruction finalement assez tard, sa chance a été assez courte et il n'a pu la saisir malgré une série mythique, celle de 2018 contre les Warriors, entachée par la blessure de Chris Paul. Reste donc à savoir comment se réinventer pour rester un joueur qui peut jouer le titre, soit dans un rôle similaire, soit dans un rôle différent. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais ça nous en dit peu sur ce qu'il faut faire avec lui. Mais vous inquiétez pas, tranquille, on prend le temps, on n'est pas sur TikTok ici, vous allez voir qu'en fait, ça a un lien. Si j'ai fait ce détour pour vous expliquer quel profil de joueur est Harden, c'est pas pour rien. J'aimerais vous aider à comprendre un élément central. Un joueur n'est pas une pâte à modeler, surtout pas passer la phase de développement. C'est avant tout un profil, et James Harden, c'est le profil donc héliocentrique comme on l'a décrit.
Ainsi, après son départ de Houston, il est resté un joueur omnipotent, tenant énormément la balle et surtout conservant les mêmes traits qu'auparavant. Un joueur de pick and roll et surtout d'isolation, faible en défense, qui tient son apport de son volume offensif. Alors, à Philadelphie, déjà, il ne pouvait plus être le passe-partout d'avant. Parce qu'il jouait avec Embiid et que Joel Embiid était à ce moment-là aussi un joueur à énorme volume autour duquel le jeu de Philadelphie tournait. Tant et si bien qu'on pouvait déjà se demander si Harden était toujours aussi fort et aussi important pour garder son style. Comme c'est un joueur d'isolation ultime, je suis allé regarder deux choses. D'abord, l'efficacité de ses isolations au gré du temps. Comme on aime regarder l'efficacité via les points pour 100 possessions, je me suis amusé à ramener l'efficacité de ses isolations à 100 possessions, c'est assez simple. Donc on voit qu'à partir du moment où il se met à faire beaucoup d'isolation, à savoir en 2017-2018, son efficacité explose. On est à 122 points pour 100 possessions, c'est colossal. C'était sans doute une surchauffe, mais il faut quand même noter qu'elle a amené Mike D'Antoni à construire son jeu autour de ça et probablement aussi à construire le jeu d'Harden autour de ça. Derrière, il va avoir une baisse, mais finalement, elle n'est pas si importante que ça. Et en 2023-2024, on a même une remontée. Alors aux Clippers, Harden avait retrouvé une grosse efficacité en isolation, et depuis 2 ans, même si c'est moins bien, en réalité ça reste très correct. Je vous l'ai dit, les isolations, c'est des possessions difficiles à juger, alors il est normal que leur efficacité ne soit pas très haute. D'abord parce que l'action la plus efficace du basket, c'est la contre-attaque, et que par définition, les isolations sont sur demi-terrain. Il faut donc plutôt regarder l'efficacité globale de l'équipe quand il est sur le terrain. Lorsqu'il l'est, l'efficacité de ses équipes est restée assez haute. Le summum étant aux Nets, mais même à Philadelphie, aux Clippers et à Cleveland, quand il est sur le terrain, son équipe est toujours au-dessus de la moyenne NBA. Ce qui m'intéresse, c'est cette dernière ligne. Je voudrais que l'on compare l'efficacité de ces isolations avec l'efficacité moyenne de la NBA. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'au moment où le système Harden a démarré, les attaques NBA tournaient autour de 108 points par possession. Alors forcément, avec ces ISO, on pouvait se dire que ça valait le coup. Aujourd'hui, elles frôlent les 116 points par possession. Le problème du système Harden, ce n'est pas tant qu'il n'est plus aussi efficace qu'avant, non, c'est qu'il a stagné, voire légèrement régressé, pendant que ceux des autres équipes ont explosé. Donc déjà, on a une tendance à la perte d'intérêt du profil. Toutefois, on se rend compte que les playoffs ne demandent pas forcément les mêmes types d'attaques que la saison régulière. Et les Cavs, quand ils vont chercher Harden, ils essayent de répondre à un problème identifié depuis plusieurs années. Parce que Garland et Mitchell sont des joueurs de pick and roll, il leur manque ce qu'on appelle un switch killer. En playoff, et c'est ce que vous voyez sur ces actions, la défense a tendance à switcher si le pick and roll est trop dangereux. Parce que c'est un bon moyen de couper la passe entre le meneur et l'intérieur sans trop d'aide. Néanmoins, la défense, quand elle fait ça, elle concède un mismatch dont le porteur de balle peut profiter. Et Mitchell et Garland n'étant pas élites là-dedans, Cleveland est allé chercher Harden. Alors, je suis allé chercher les stats en isolation d'Harden en playoff, et là vous allez voir, ça coince. On a toujours des problèmes de volume avec les playoffs, mais comme on va regarder 10 ans de basket, je pense qu'on peut se dire qu'ils sont parlants. Vous voyez sur ce tableau qu'on a clairement 2 séquences distinctes. Les 5 premières années où Harden était efficace en isolation, moins qu'en saison régulière certes, mais c'est bien normal vu l'augmentation de l'intensité défensive, et les 5 dernières. Sur les 5 dernières, en réalité, la chute est colossale. À l'exception d'une série contre les Mavs en 2023-2024, où Harden avait ciblé Luka Doncic jusqu'à plus soif, on est sur 87, 79, 86 et 99 d'offensive rating pour 100 possessions. Certes, il peut avoir quelques séquences où il était blessé, mais finalement comme beaucoup de joueurs NBA, et pour le coup, dans le même temps, l'efficacité moyenne en playoff des attaques n'a pas spécialement bougé et est restée relativement stable. La principale difficulté d'Harden, en fait, c'est la perte de son premier pas avec le temps. J'en parle souvent dans les podcasts, mais les drivers voient leur carrière changer quand ils n'arrivent plus à passer l'épaule devant le défenseur. L'âge a fait son affaire, et si le step back d'Harden est toujours bon, si son toucher sur le flotteur est toujours élite et que son dribble est toujours aussi sécurisant, ne plus pouvoir passer l'épaule génère infiniment moins de chaos dans les défenses. Allez, 2 actions des derniers playoffs pour vous montrer ça. Par exemple, ici, contre Brandon Ingram, alors qu'il essaye de le déborder, il se retrouve bumpé par son défenseur, il s'empêtre dans son isolation, le temps défile et il est obligé de finir par un tir maladroit. Exemple encore plus flagrant contre Détroit, parce que là, Harden va vraiment se retrouver dans la situation recherchée.
Le repli défensif des Pistons lui donne un intérieur avec Paul Reed sur lui. Harden arrive même à le déborder, mais son manque d'explosivité l'empêche de finir au cercle et il se fait contrer par l'intérieur. Mais alors, si le joueur d'isolation ultime a disparu, que le volume élite a également disparu, à la fin, que reste-t-il ? Le problème des joueurs héliocentriques, c'est qu'ils se construisent dans un tel volume offensif de création qu'ils n'apprennent pas vraiment à être des défenseurs constamment impliqués. Et c'est vrai que souvent, ce ne sont pas des très bons défenseurs. C'est le cas de Luka Doncic et c'est le cas de James Harden. Quand votre meilleur joueur qui vous crée l'essentiel de votre jeu, et parfois même l'essentiel de votre jeu en isolation ne défend pas très bien, ma foi, c'est un risque que l'on est prêt à courir. Du moins, c'est un risque que l'on a longtemps été prêt à courir, mais qu'il est de plus en plus difficile à tenir, tant les mauvais défenseurs sont désormais ciblés. Prenons l'exemple du Game 1 entre les Knicks et les Cavs. Bronson n'a eu de cesse de le cibler dans le comeback de New York, et même si c'est un profil qu'Harden n'a jamais aimé, parce qu'il a toujours été pénalisé par sa mobilité latérale, on atteint un niveau vraiment problématique face à une équipe qui a un top spacing pour empêcher les aides. Dans ce match, les Knicks vont être à 174 points pour 100 possessions quand Harden défend Jalen Brunson. Bon, quand on est dans ces proportions, il n'y a pas de solution, mais ce n'est évidemment pas toujours aussi mauvais. Mais globalement, si Harden crée en face le même volume d'opportunités en attaque que Brunson, à la fin, ça s'équilibre, c'est le plus efficace qui l'emporte. En revanche, si ce n'est pas le cas, être un trop gros problème défensif peut être rédhibitoire. Et on l'a vu, Harden n'est plus assez fort pour assurer ce volume-là. Alors, on pourrait lui demander de s'adapter, pour exister autrement que par des volumes extrêmes. Mais en fait, je crois qu'il l'a déjà fait. Aux Sixers, il avait appris à être un bon shooter de catch and shoot à une passe. Ce qu'on appelle le joueur à une passe, c'est le tireur que l'on va positionner proche de son attaquant, ici c'est Joel Embiid, pour punir l'aide. Ça permet de donner beaucoup d'espace à l'attaquant, et c'est une qualité qui a de la valeur. D'ailleurs, avec les Cavs, on l'a vu pas mal l'utiliser cet atout et globalement être bon sur le jeu sans ballon. Par exemple, ici, on a un bon déplacement off-ball pour profiter de l'écran de Dean Wade et punir la rupture de contact visuel de Cade. Mais c'est des qualités que l'on peut trouver chez des role-players. Défensivement, Harden a trouvé sa série contre les Knicks très bonne. Voilà, je vous le dis tout de suite, moi je suis pas du tout d'accord avec ça, mais c'est vrai qu'il a progressé dans certaines aides, et il a toujours eu cette capacité à switcher sur les grands qui a de la valeur. Problème, il ne peut plus du tout défendre sur les petits. Et globalement, même en progressant sur ces aspects, l'intérêt de James Harden reste et restera toujours dans la création. Du coup, la valeur d'un joueur comme celui-ci est-elle toujours positive pour son équipe ? La lecture est contrastée. Si on prend la saison régulière, sincèrement, je ne vois pas trop comment on pourrait contester son apport. On l'a vu avec les stats, Harden apporte encore de la création en isolation à un niveau élite, ce qui est la valeur la plus rare à trouver dans la ligue. Toutefois, ce qu'on a pu constater sur les playoffs, d'abord, les problèmes de repli défensif. Les Cavs se sont fait pilonner successivement par Toronto, Détroit et les Knicks sur ce repli où il n'a jamais semblé en capacité d'influer quoi que ce soit. Quand on voit les qualités incroyables à la fois de projection et de défense de la contre-attaque d'équipes comme les Spurs ou OKC, ça peut, là encore, paraître rédhibitoire. Sur le scoring, c'était plus positif, mais avec des niveaux de variation extrêmes. Sur les 18 matchs qu'il a joués dans ses playoffs, il n'a finalement dépassé les 20 points que 7 fois, en ayant une efficacité moyenne insuffisante et en étant tout simplement le joueur qui perdait le plus la balle de cette campagne de playoffs avec une possession sur 5 de perdu en moyenne. En fait, le vrai problème d'Harden, c'est que si vous tuez son volume, vous perdez tout l'intérêt du profil, parce qu'il est fondamentalement un joueur héliocentrique. Et en réalité, il est un très bon cas pratique pour démontrer toutes les limites de ces profils-là. Je crois que les joueurs héliocentriques sont vraiment très pertinents de leur prime, mais que leur valeur s'effondre totalement quand ils en sortent. L'incapacité qu'ils ont à développer un jeu de connexion, en attaque comme en défense, les fait s'effondrer lorsqu'ils ne peuvent plus assumer cette folie qu'est leur volume. Et forcément, quand je vois Harden, je ne peux pas m'empêcher de penser à Luka Doncic et du temps restant qu'a cette comète pour être champion. Parmi les questions que je voulais me poser autour de cette vidéo, je voulais répondre à celle-ci. Est-ce que les Cavs doivent continuer avec lui ? Bon, il faut se mouiller, alors je vais être un peu radical, sinon c'est pas marrant, mais je ne crois pas qu'Harden soit encore positif pour une équipe de playoff compte tenu de ces éléments. Alors, l'énorme limite de ce que je vous dis ici, c'est que dans le cas des Cavs, si tu ne joues pas avec lui, tu joues avec personne, parce qu'ils n'ont pas de place dans leur cap et ils ne peuvent pas le remplacer par un autre joueur. Et dans cette situation-là, les Cavs vont être obligés de continuer avec lui et vont lui donner un contrat.
Mais à moins d'une baisse drastique du volume couplée à une meilleure efficacité en ISO, Harden restera un joueur très positif en saison régulière, mais bloquant en playoff. Et donc, finalement, qu'importe le contrat qu'il obtient, je ne continuerai pas avec lui. Il est condamné à répéter la boucle infernale de l'espoir pendant 8 mois et de la déception pendant les 2 derniers les plus importants. Il en est fini de cet épisode sur James Harden. L'objectif, c'était surtout de se servir de lui pour voir à quel point les joueurs héliocentriques peuvent apporter à leur équipe, notamment sur la période qui succède à leur prime. Peut-être que j'ai oublié un certain nombre de choses, peut-être que vous n'êtes pas d'accord et du coup je suis curieux d'avoir votre avis. En tout cas, on se retrouve dans la zone commentaire pour parler de tout ça. Et puis sinon, vous connaissez l'adage, restez connectés, on trouvera rapidement de quoi parler. À plus!